Hé, c'est quand? Je sais pas moi, c'est quand? Dis-nous c'est quand? Maintenant! On a encore eu de la chance. Et c'est pas fini. Venez comme vous êtes. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. J'aime ces moments-là. Ça coule de source. Mademoiselle Pitch, on air. Bienvenue dans les Mademoiselle Pitch on air, le podcast qui explore la puissance de la communication au service des grandes causes. Je suis Magali Faget, fondatrice de l'agence Mademoiselle Pitch et également organisatrice du concours de publicité créatif et citoyen, les Mademoiselle Pitch Awards & Co. Dans chaque épisode, avec mes invités, nous vous ouvrirons les portes du monde complexe de la communication des ONG. Un domaine où l'art de raconter des histoires et mobiliser les gens fait toute la différence. Comment les histoires peuvent-elles changer le monde? Comment les campagnes influencent notre façon de penser et d'agir? Et comment les ONG peuvent créer un impact positif, durable, grâce à leurs messages? Alors, préparez-vous à être inspiré, à repenser votre approche de la communication et à vous engager davantage pour les grandes causes qui vous tiennent à cœur. Aujourd'hui, préparez-vous à plonger dans l'univers captivant d'une femme aux 1000 talents dont le parcours force l'admiration. Derrière ce nom se cache une personnalité dont la vie est une véritable odyssée, parsemée d'aventures et d'exploits professionnels. Mais avant de vous révéler son identité, laissez-moi vous emmener dans les coulisses de son histoire personnelle. Enfant, elle rêvait de devenir cantatrice, bercée par les mélodies des grands opéras et s'imaginant peut-être dans la peau d'une diva renommée. Une passion pour la musique qui ne l'a jamais quittée. Économiste de formation, elle a su transformer sa curiosité insatiable en une carrière florissante dans le monde de la communication. Ses années chez CB News, aux côtés de Christian Blachas et en tant que rédactrice du Guide du Luxe, ont marqué durablement sa carrière. Son expertise dans le domaine lui a valu de multiples collaborations avec la télévision et la radio. Et pour la plus connue, Culture Pub. Lorsqu'elle a imaginé son média Influencia, elle l'a présenté à un grand président d'agence de publicité française. Il lui a rétorqué que son idée était trop intelligente pour le marché. Elle a transformé cette déception en une source de motivation, prouvant ainsi à tous que l'intelligence et la créativité ont leur place dans le monde des affaires. Pourtant, au-delà des projecteurs et des plateaux télévision, elle reste une âme profondément attachée à ses valeurs et à ses proches. Son pire cauchemar? Se retrouver éloignée des gens qu'elle aime. Je crois que le suspense a assez duré. Si vous ne l'aviez pas reconnue encore, je suis ravie de vous présenter notre invitée d'aujourd'hui, Isabelle Musnick, fondatrice du média Influencia, ou dirais-je, Madame Influencia. C'est pas le moment, c'est pas le moment. Ne piquez pas les yeux. Venez comme vous êtes. L'invité du jour. Bonjour Isabelle. Bonjour Magali. La première partie de ce podcast, chère Isabelle, comporte des questions personnelles. Pour une fois, c'est toi l'interviewée, toi la grande intervieweuse d'Influencia. Et nos auditeurs vont pouvoir en savoir un petit peu plus sur toi. J'ai déjà dit plein de choses dans ton portrait, mais quelle est la chose la plus surprenante que les gens ne savent pas à ton sujet ? Alors d'abord, merci de ce portrait. On ne me voit pas rougir, mais je rougis. Merci, c'est un portrait qui est absolument adorable. Alors, il y a une chose que je pense qu'on ne sait pas de moi, ou en tout cas très peu de personnes savent de moi, c'est que j'ai été Lady Mayoress d'une grande ville britannique, Milton Keynes, qui est une ville qui a plus de 300 000 habitants. Et en fait, j'étais la femme du maire, mais en tout cas, je jouais ce rôle et donc je coupais des rubans. J'avais une superbe chaîne dorée. J'allais visiter des hôpitaux, j'allais visiter des tas d'endroits. Et puis, j'ai été invitée à la garden party de la reine, et donc j'ai fait à Buckingham, et donc j'ai fait la révérence à la reine, à celui qui n'était que le prince Charles à l'époque et à Camilla. J'ai eu l'occasion de déjeuner avec la princesse Anne et de discuter avec elle. Alors là, c'est un scoop. Même moi, j'étais pas au courant. Quel est le meilleur conseil que tu aies reçu et celui que tu donnes toujours aux autres ? Alors, le meilleur conseil que j'ai reçu, c'est celui que mes parents m'ont donné. J'avais des parents extraordinaires et en fait, ils m'ont dit il faut toujours être à l'écoute des autres, il faut toujours rester bienveillante, mais
en même temps ne jamais se laisser marcher sur les pieds. Donc donner de l'amour aux autres, mais ne pas disparaître à cause de la méchanceté des autres. Qu'est-ce qui te rend particulièrement heureuse, Isabelle ? Alors, ce qui me rend particulièrement heureuse, je dirais avant tout, c'est le bonheur de ma fille. Ça, c'est quelque chose qui... Voilà, quand elle est heureuse, je suis heureuse. Sinon, c'est partager des moments avec les amis, des moments simples. Voilà, j'ai des bonheurs très simples. Justement, parler d'opéra tout à l'heure, c'est écouter Beethoven, un opéra de Mozart, de Puccini ou de Verdi, mes amis à côté de moi, mon chien sur mes genoux. Et puis, pour ceux qui n'aiment pas la musique classique, écouter avec eux une comédie musicale ou du jazz. Voilà, mais c'est partager avec ceux que j'aime. Si tu pouvais vivre à une autre époque que la nôtre, laquelle choisirais-tu ? Alors, moi, j'ai des goûts. Mes amis disent que je suis très Louis XV ou très Louis XVI. Alors, j'ai des goûts pour cette période, parce que les vêtements, parce que les commodes, le style était magnifique. Pour autant, c'était pas une époque quand même qui était très, très formidable pour les femmes et pour tous ceux qui n'avaient pas d'argent, mais là, particulièrement, je dirais, pour les femmes. Donc, peut-être que l'époque dans laquelle j'aimerais éventuellement vivre, ce serait le début des années folles à Paris, les années 1920-1925, parce qu'après, dans le reste du monde, ça se complique, il y a la montée du nazisme et du fascisme, mais cette époque-là, l'époque des musicals, l'époque où il y a une liberté pour les femmes, il n'y a plus de corset, elles se coupent les cheveux, voilà. Donc c'est une période assez courte, mais qui devait être une période quand même assez extraordinaire. Si tu étais une diva, tu serais laquelle ? Maria Callas. Pourquoi ? Parce que, d'abord, elle avait une voix extraordinaire, elle a eu une vie, certes très dure à la fin de sa vie, mais elle a eu une vie extraordinaire, elle a chanté les plus grands opéras, les plus grands airs, dans le monde entier, et vraiment, pour moi, c'est Maria Callas, la plus grande diva. Si tu pouvais dîner avec l'égérie d'une marque de luxe, tu choisirais laquelle ? Il y en a 2 ou 3. Elle ne l'est plus vraiment aujourd'hui, mais c'est Isabella Rossellini. Voilà, parce que quelle femme, quelle personnalité. Et puis parce que il a fait de la pub pour Louis Vuitton, Sean Connery. Parce que c'est quand même un homme assez extraordinaire. Et puis l'un comme l'autre, ils ne sont pas seulement beaux, ils sont intelligents, on a envie de discuter avec eux. Il y en a un qui est très impliqué dans son pays, l'Écosse. L'autre, bien sûr, elle est brillante, elle a eu des parents extraordinaires, elle a des tas de choses à raconter. Voilà, donc ce serait tous les 2, si possible en même temps. Dis-moi, c'est quoi le luxe pour toi ? En fait, autrefois, le luxe, il était très concentré sur les biens personnels. C'était les produits, que ce soit les sacs, les robes. Et puis, petit à petit, il a évolué vers les services, et notamment vers l'expérience. Et aujourd'hui, le luxe, c'est vraiment quelque chose qui est le wellness, le bien-être. Et il y a un peu un Clem du cheval blanc qui résume bien. Dans sa communication, il dit qu'il se veut le représentant de la quintessence du service d'excellence, cultivant l'élégance et l'art de l'émotion, de l'art surprise et de l'émerveillement. Et pour moi, le luxe, c'est vraiment ça. Et puis alors, si je fais une réponse un peu plus personnelle, je dirais que le plus grand luxe aujourd'hui, c'est le temps. C'est le raffinement, le luxe ? Le luxe, c'est le raffinement. Le vrai luxe, c'est le raffinement, absolument. Et les grandes marques de luxe qui vraiment, pour moi, sont des grandes marques, c'est celles qui sont raffinées, qui sont élégantes, qui ont aussi une histoire. Alors, il y en a quelques-unes qui sont plus récentes, bien sûr, mais c'est pas le luxe vulgaire pour moi. D'ailleurs, on en a de moins en moins aujourd'hui. Tu penses à des marques comme Guerlain, tu penses... Guerlain, Givenchy. Oui. Pour moi, c'est un peu le summum du luxe. D'abord parce que M. Givenchy était d'une élégance extraordinaire. Et puis, il habillait des comédiennes comme Audrey Hepburn et la petite robe noire d'Audrey Hepburn. C'est vraiment c'est le summum de la délicatesse, de l'intelligence. Zéro tracas, zéro blabla. On a encore eu de la chance. J'aime ces moments-là. La question sérieuse. Alors maintenant, nous rentrons dans la deuxième partie de ce podcast, chère Isabelle, avec des questions un peu plus sérieuses, plus orientées autour des questions professionnelles. Selon toi, est-ce que la pub, c'était mieux avant ? Qu'est-ce qui a changé ou n'a pas changé ? Alors c'est vrai que c'est une question très difficile parce que ça fait un peu vieux combattant de dire c'était mieux avant. Et puis c'est vrai qu'il ne faut pas toujours regarder vers le passé. Alors je dirais qu'il n'empêche, parce que même si aujourd'hui il y a des belles campagnes, même si aujourd'hui il y a encore des belles choses, je trouve qu'elles se font plus rares. J'ai le sentiment qu'avant on osait beaucoup plus.
Quand j'allais à Cannes, par exemple, et que j'avais le bonheur de regarder la longue liste, donc des milliers de films du monde entier, j'étais émue, je riais, je pleurais parfois. Aujourd'hui, il faut à tout prix faire vendre. C'est quand même le motto des plus grandes marques. Il ne faut pas choquer, ça devient terrible. Il faut faire attention. Et donc, du coup, je trouve que les campagnes se ressemblent. On s'ennuie souvent. Et je vais prendre comme exemple quelque chose qui m'a terriblement choqué, c'est que les Cannes Lions, ils ont créé une catégorie humour. Voilà. Comme si on pouvait avoir une catégorie humour. Pourquoi pas demain une catégorie tristesse, puis après-demain une catégorie, je sais pas, mal de tête. Voilà, c'est ridicule. Une bonne campagne, elle doit être capable de faire rire parfois, de faire pleurer. Elle doit toucher. Et une catégorie humour, pour moi, c'est le pire de tout. Est-ce qu'on peut aujourd'hui communiquer sans avoir en tête l'implication sociétale de sa campagne? Ça me semble aujourd'hui impossible parce que on va très vite être accusé, alors on peut être accusé de greenwashing si on le fait mal, mais aujourd'hui les consommateurs, ils attendent que les marques fassent attention à la RSE, ils s'attendent que les marques soient plus tournées vers le green, mais ils s'attendent aussi à ce que la communication soit tournée vers tout ce qui est environnemental, à ce qu'on fasse attention à tout ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. Donc alors il y a bien sûr des marques qui ne le font pas encore, mais je pense que petit à petit on va y arriver. Ça me semble aujourd'hui impossible de ne pas faire attention et de ne pas aller dans cette voie aujourd'hui. Et concernant le monde du luxe, des marques de luxe, quel impact cette industrie est très regardée? Est-ce qu'il y a des efforts à faire selon toi? Paradoxalement, c'est un sujet qu'on a bien étudié dans notre livre, enfin dans nos 2 livres sur le luxe avec mes co-auteurs. Paradoxalement, le luxe est de plus en plus impliqué dans le développement durable. Alors c'est vrai qu'il peut donner une mauvaise image. En fait, ce qui donne une mauvaise image, ce sont surtout les marques de mode et les marques de mode qui ne sont pas luxe. Le luxe aujourd'hui est vraiment engagé, alors que ce soit dans la recherche de matières premières, que ce soit dans la collaboration avec des ONG. Il y a quelques exemples aujourd'hui. Il y a par exemple Montblanc qui travaille avec l'UNICEF contre l'illettrisme. Il y a des campagnes comme Prada qui, lui, travaille avec le projet Sea Beyond pour la mer. Donc, de plus en plus, elles sont impliquées. De plus en plus, elles se rendent compte qu'il faut aller dans cette direction. Kering, par exemple, est très impliquée aussi dans tous les sommets sur le développement durable. Donc oui, aujourd'hui, elles ont vraiment progressé. C'est pas fini. Il y a encore des choses qu'elles doivent évidemment changer. Mais il y a une vraie volonté, en tout cas, des dirigeants. Est-ce qu'une ONG qui communique bien, c'est une ONG qui arrive mieux à mener ses missions, selon toi? Ah oui. Oui, il faut impérativement. D'abord, je dirais pour 2 raisons. Il y a une raison qui est qu'aujourd'hui, les Français sont moins généreux. Je regardais un chiffre qui disait qu'en 2023, ils ont donné en moyenne 191 € à des associations, soit 9 € de moins qu'en 2022. Bon, sur un budget, c'est quand même beaucoup. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, les ONG, elles ont besoin... Alors, bien sûr, de communiquer pour faire rentrer des fonds, mais elles ont besoin de communiquer pour expliquer leur rôle tellement important dans la société. Elles ont besoin de montrer qu'elles doivent se rapprocher des Français. Et la seule façon de le faire, c'est de communiquer. Puis, il y a tellement aujourd'hui... Le problème, c'est qu'il y a tellement d'ONG. Il y en a beaucoup. C'est comme un produit. C'est terrible de dire ça. Mais c'est comme un produit. Il faut qu'elles montrent qu'elles ont le meilleur produit par rapport à leur entre guillemets concurrentes, et puis par rapport à d'autres acteurs de la société. Donc oui, il faut qu'elle communique, c'est indispensable. Alors tu fais partie de mon concours de publicité grande cause, les Mademoiselle Pitch Awards, depuis quelques années maintenant. Je te remercie d'ailleurs de ta fidélité. Quelle était ta campagne préférée cette année pour Aide et que penses-tu du palmarès ? La campagne que j'ai préférée, c'est une campagne d'affichage qui a gagné. Pour la résumer, elle reprend des événements historiques. C'est la Coupe du Monde 98, mai 68, la chute du mur de Berlin. Et à chaque fois, on voit des couples qui s'enlacent. Et je trouve que le Clem, on n'a pas vécu. Sous-entendu mai 68, mais on vivra la fin du VIH. Et je trouve que c'est une campagne très forte parce qu'elle est très positive. Et on sent véritablement que, voilà, que si on s'unit tous, on va se battre pour gagner et puis finalement pour faire en sorte que des événements heureux comme ce qui s'est passé puissent se reproduire. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment une campagne très très intéressante. Et l'ensemble du palmarès, alors évidemment le sujet n'était pas évident parce que les jeunes aujourd'hui, le VIH, ils savent
ils savent ce que c'est, mais bon, c'est vrai qu'ils sont moins concernés. Ils pensent qu'on n'en meurt pas. Alors c'est vrai qu'on n'en meurt plus, mais il y a énormément de gens qui sont malades. C'est toujours une maladie qui est là. Et ils se disent que finalement, c'est pas très grave, il y a d'autres causes. Et donc c'était pas évident de mobiliser tous ces créatifs. Et pourtant, il y a quand même eu, et je trouve ça extraordinaire, ce sont quand même des jeunes, ce sont des jeunes créatifs, et ils se sont tous quand même mobilisés. Ils ont tous trouvé des idées, certaines plus fortes que d'autres, certaines moins fortes à retravailler. Mais quand on fait le bilan des campagnes qu'on a vues, franchement, chapeau. Et surtout quand on regarde le palmarès, il est plus qu'honorable. Ah, le palmarès est très honorable, véritablement. Il y avait vraiment des belles surprises et un peu dans tous les médias. C'est ça qui est bien. C'est pas seulement l'affichage ou la télé, puisque cette année, il y avait de la radio. Donc, un beau palmarès. Bravo à tous ceux qui ont concouru. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Coucou. Au revoir, président. Le mot de la fin. Pour conclure ce podcast, j'ai pris l'habitude, ma chère Isabelle, de proposer à mes invités un acrostiche. Je vais te demander de répondre à chaque question du tac au tac. Pour toi, j'ai choisi le mot influence. Alors on commence avec I pour idée. Quelle est ta dernière idée créative ? Alors, ma dernière idée créative professionnelle, c'est de lancer dans Influencia une rubrique à la manière du questionnaire de Proust. J'ai donc créé ce que j'ai appelé l'instant in et off. Et voilà, et je pose des questions, un peu comme tu le fais finalement, à des personnalités de tous les univers de la communication, des médias, de la pub, voilà. Et j'essaye de savoir qui ils sont. Je leur demande leurs échecs, leurs coups de cœur, si c'était à refaire, qui ils emmèneraient sur une île déserte. Et je découvre des personnalités véritablement formidables. Elles s'allongent un petit peu sur le divan devant moi. Voilà, et ça, c'est l'idée professionnelle. Et alors, je ne sais pas si c'est une idée créative ou si c'est une audace. En fait, je me suis remise au chant et donc je participe à une chorale. Nous venons de chanter le Stabat Mater et de Pergolèse et le Gloria de Vivaldi. Et franchement, il fallait le faire et je n'étais pas sûre d'y arriver. Alors, on enchaîne sur N comme nouveau. Quel nouveau lieu as-tu découvert récemment ? C'est pas un lieu nouveau, mais je l'ai découvert finalement cette année. C'est la Société des hôtels littéraires. Ce sont 7 hôtels littéraires sur toute la France. Et celui que je fréquente, je dirais assez souvent, c'est celui qui est consacré à Proust. Ça s'appelle l'Hôtel Swann. Quand on aime la lecture, c'est merveilleux parce que à l'intérieur, il y a tous les ouvrages de Proust. On n'est pas obligé de les avoir lus, je te rassure. Mais ils sont traduits dans toutes les langues, y compris dans des dialectes absolument invraisemblables. Il y a des objets de l'époque de Proust, une robe du couturier Doucet. Il y a un plan de Proust à l'intérieur. Et par exemple, sais-tu qu'en 1898, il y avait une arène de tauromachie rue Pergolèse à Paris? Ah non, pas du tout. Non, moi aussi, je l'ai découvert là. Voilà. Et donc c'est vraiment un endroit formidable. Et il y en a comme ça 7 dans toute la France. Alors, on change de lettre. F comme femme. Est-ce qu'être une femme dans la pub, c'est plus difficile ? On dit que c'est un monde de macho quand même. C'est quand même un monde de macho. Alors, bizarrement, dans les médias publicitaires, non, parce que quand on a lancé ce qui s'appelait Communication et Business avec Christian Blachasse, toute la direction, c'était que des femmes. Donc, comme quoi, on était en avance. Mais oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, en dehors de quelques noms, alors bien sûr, il y a les grands noms, les Mercedes Serra, les Agathe Bousquet, voilà, il y en a encore quelques-unes. Il n'y a plus vraiment de femmes. Dans la création, il y a eu la grande Marie-Catherine Dupuis, qui nous a quittés malheureusement. Il y a Anne de Maupeou. Et puis, voilà, on fait vite le tour. On a l'impression qu'il y a un peu une sorte de plafond. De verre ? C'est un plafond de verre, oui, c'est-à-dire qu'elles sont là, il y en a beaucoup, puis elles ne montent pas comme elles devraient monter. Et dans la création, notamment, c'est quand même dingue qu'il n'y ait pas plus de femmes à des très très hauts niveaux. Elle comme livre, tu aimes la lecture. Quel est le dernier livre que tu as lu ? J'adore les romans historiques. J'ai lu 2 livres récemment. Le premier, c'est Le silence et la colère de Pierre Lemaitre, dans la série de tous les livres de Pierre Lemaitre. Et l'autre, c'est Les armes de la lumière de Ken Follett. 2 livres remarquables. Et puis, en ce moment, je relis le soir certains textes de Raymond Devos, parce que j'adore Raymond Devos. Ah oui. Ah voilà, et ça me fait rire, ça me fait du bien. J'aime son esprit. Voilà, c'est un vrai bonheur. U comme urgence, quel problème de société faudrait-il régler en toute urgence, si on pouvait en effacer un ? Ça, c'est une question extrêmement compliquée parce que je crois qu'ils sont tous urgents.
Je dirais peut-être le problème du logement. Parce que si on a un logement décent, on peut travailler, je dirais, sur le reste. On peut peut-être trouver à manger. Enfin, voilà, hein, on peut faire d'autres choses. Mais si on n'a pas de logement décent, c'est fini. On n'a pas d'adresse. Enfin, c'est horrible, quoi. Mais il y a tellement, il y a la faim dans le monde, il y a toutes les maladies, vraiment. Comme été, quelle est ta destination estivale préférée ? Alors, j'en ai pas. J'aime changer d'endroit. J'aime quand je le peux. J'aime voyager. L'année dernière, j'étais en Lituanie. Je vais assez souvent, pour des raisons personnelles, aux États-Unis. Donc voilà. Donc j'aime changer d'endroit. J'aime pas rester sur une plage à ne rien faire. Donc il faut que je bouge. Il faut que je visite. Il faut que je rencontre des gens. Ça m'empêche pas de temps en temps, bien sûr, de me prendre un petit transat. Mais voilà. Mais c'est pas mon truc, ça. N comme nuit. Est-ce que tu es un oiseau de nuit ou de jour ? Alors, je ne suis pas un oiseau de nuit. Je dirais que je suis plutôt un oiseau du soir. C'est-à-dire que j'aime aller dîner chez des amis ou organiser des dîners chez moi. J'aime aller au concert, à des spectacles. Mais ça s'arrête quand même à une certaine heure. Hein. Donc, je suis allée récemment voir le spectacle d'Alex Jaffray à l'Européen pour sa tournée à Paris, La Leçon d'Alex. C'était un moment formidable. Voilà, je suis allée à une exposition au Louvre le soir, en nocturne. Voilà, mais donc, oiseau du soir, mais pas de nuit. C'est comme culture pub. Tu t'attendais à ce que cette aventure soit aussi mythique ? Alors, quand on a créé Culture Pub, qui à l'époque, tout au début, s'appelait Onde de choc. Et le nom a dû être changé, et donc ça a été appelé Culture Pub. Et c'est vrai que quand ça a été créé par Christian Blachas et co-animé par Christian Blachas et Anne Magnien, c'était un duo extraordinaire, c'est vrai que personne ne pensait au succès que Culture Pub allait avoir. Moi j'ai été très modeste, hein, j'ai fait juste quelques sujets, mais je me suis rendu compte que Culture Pub avait dépassé véritablement les attentes qu'on espérait le jour où je suis allée dans un commissariat de police parce qu'on m'avait volé mon portefeuille. Et le flic en face de moi m'a dit « Quelle est votre profession ?» Et en général, il n'aime pas qu'on dise journaliste. Alors sur la pointe des pieds, j'ai dit « Je suis journaliste ». Et j'ai tout de suite ajouté « Mais une émission de télé qui s'appelle Culture Pub, que vous ne connaissez pas ». Il m'a regardé, il m'a dit « Mais madame, mais c'est extraordinaire, je la regarde tous les dimanches ». Et du coup, il m'a parlé pub pendant 10 minutes. Et je suis rentrée, j'ai dit à Christian « C'est bon, quoi, t'as tout gagné ». Enfin, on a tout gagné. La pub, elle est vraiment maintenant aimée par tous les Français. Comme envie. Quelle est ta prochaine envie professionnelle ? C'est d'écrire un nouveau livre, oui. Ça c'est certain. Et puis, de travailler. Je fais aujourd'hui beaucoup de conférences chez des marques, chez des agences ou des médias sur différents sujets, sur les tendances, sur le luxe, sur la distribution. Et j'avoue que c'est quelque chose qui me plaît aujourd'hui, c'est finalement de transmettre mes connaissances à d'autres et finalement qu'il y ait du concret derrière. Quand quelqu'un me dit « Ah, vous m'avez donné une idée », je me dis que j'ai tout gagné. Donc voilà, donc ça c'est, je pense, sans doute la prochaine étape. Je suis d'ailleurs en train de la mener. Merci Isabelle d'avoir partagé ce moment avec nous, avec moi, et d'avoir joué le jeu des réponses aux questions, toi l'intervieweuse de toujours. C'était un vrai plaisir et honneur de te recevoir dans le podcast de Mademoiselle Pitchoner. Quant à vous, chers auditeurs, je vous donne rendez-vous sur votre plateforme de podcast préférée où vous pourrez retrouver tous les autres épisodes de cette saison. À très bientôt. Alors, comment ça se passe d'être interviewée ? T'étais habituée ? Oui, ça va. J'avais préparé quand même, donc...